changement de caméra, je sais pas si ça rend bien ou pas, mais on teste comme ça. Oui, beaucoup de choses à dire. Il y a donc la qualif de F3 qui s'est déroulée à Barcelone, la qualif de F2 aussi. Je suis peut-être un peu bas, non? Je sais pas, oh là là, c'est compliqué. Qualif de F2 aussi avec Oli Berman en pole position. Sauf que pour nos Français, ça s'est pas passé comme prévu. Enfin, c'était pas fou quoi. C'était pas fou, on va pas se le cacher. Euh, Cordine en pole, sprint ou Barnard en première ligne, qu'est-ce qui est le plus fou? En vrai, je sais pas. Je sais pas, mais il y en a un qui le mérite. Il y en a un qui est méritant, genre on sait qu'il est bon, et l'autre pas forcément. Et bon, bref. Euh, ouais, pour la qualif de Isaac, j'ai besoin de comprendre. Bah, j'avoue que j'ai besoin de comprendre moi aussi, hein. Je suis dans les mêmes. Je suis perdu, je ne comprends pas. Écoutez, je vais mettre les résultats de la qualification de Formule 2. Bah, vous voyez, Isaac Adjar, il est coupé. Il est tellement loin dans le classement qu'il est coupé par l'écran. Il est 20ème. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Tonino qui nous dit hâte de voir Denis Auger au Mans. Ouais, c'est l'une des nouvelles un peu surprenantes, en tout cas de la journée, pour ceux qui n'ont pas vu. Denis Auger qui sera au Mans, pas aux 24 heures, mais pour la Porsche Carrera Cup France. Écoutez, il a déjà roulé en Porsche Carrera Cup Scandinavie. Donc là, bah, écoutez, Denis Auger, il se fait un petit kiff. Je pense qu'il doit être déçu, hein, lui, de sa qualif, hein, parce que sixième, en plus un peu gêné par Théo Pourchaire, on y reviendra. Euh, voilà, hein, Denis Auger, je pense que pour moi, la MP avait le potentiel de faire bien mieux. Après, on verra. C'est surtout en course qu'elles avaient été super fortes, les MP, l'an dernier, à la fois avec Drugovic, à la fois avec Novalak, qui avait fait l'une des meilleures courses de son année à Barcelone. Moi, je l'ai toujours dit, je crois que je l'avais dit lors de la preview avant Monaco et Barcelone, que voilà, les MP, fallait les attendre sur ce circuit, qu'elles ont vraiment été très fortes sur la gestion des pneus. Sauf que là, bah, c'est que sixième pour Auger, Daruvala au final P15, c'est ciao, exactement. Euh, et voilà, qui a surpris, euh, celui qui a surpris vraiment, c'est. Alors, il y en a plusieurs qui ont surpris, mais voilà, Oli Berman, pole position. En plus, la Premac, ils ont fait un tour de moins que les autres équipes. Donc, ils ont des pneus plus frais, enfin, ils ont plus de trains de pneus, ils ont plus de choix pour le reste du week-end. Franchement, Prema et Berman, c'est le braquage, c'est génial. Ils sont de retour. Franchement, Berman, il avait vraiment besoin de revenir de revenir après le week-end catastrophique de Monaco, hein. Enfin vraiment les crashs, le manque de rythme total, totalement englué dans le trafic. Voilà, il avait totalement disparu après avoir écrasé tout le monde à Bakou. Et Oli Berman, voilà, qui revient. On rappelle qu'il n'a que 18 ans. Et alors, il est descendu 8ème, il est descendu 8ème au championnat, mais l'air de rien, je pense que on s'approche de la mi-saison, mais je pense que Oli Berman il est totalement là dans la lutte pour le titre en tout cas. Douane, c'est quoi le projet de sa saison? Je comprends pas. Bah là, il fait troisième. C'est bien, c'est bien, mais on l'attendait un peu là à chaque week-end. Douane, je l'attendais beaucoup plus haut sur la saison. Après, voilà, le truc, c'est qu'il a beaucoup parlé, un peu comme Théo Pourchaire l'an dernier, il a beaucoup parlé pour dire ah oui, bah je m'attends à dominer la saison, et au final, on l'a pas vu. Euh, donc, euh, donc oui, voilà, maintenant, il faut être régulier. Il faut être régulier, un peu comme ce que fait Théo Pourchaire actuellement, hein. Théo Pourchaire, même dans un mauvais week-end, hors Jeddah, hein, ne me frappez pas, hors Jeddah, Théo Pourchaire, bah, c'est quand même toujours sur le podium, c'est toujours dans le top 3, là, top 5 en qualification. Donc on voit même, voilà, c'est la pire performance de Théo Pourchaire en qualification, il est quand même cinquième. Il est quand même cinquième à un dixième de la pole. Euh, c'est quand même. Alors on va pas sauter au plafond pour ça, mais c'est quand même positif quand même pour Théo Pourchaire. Après, il va falloir voir s'il ne se prend pas une pénalité pour la course sprint. Ça, c'est pas impossible vu qu'il a gêné Denis Auger, mais normalement, il devrait partir cinquième pour la course principale. Euh, c'est quoi le running gag avec la roue tourne? Bah alors, j'avoue que c'est un running gag que j'ai pas totalement compris, mais c'est à l'arrivée de Monaco, quand Théo Pourchaire a donc fini deuxième, hein, c'était la semaine dernière. Euh, Théo Pourchaire a été félicité par sa sœur Pauline, qui s'occupe aussi de sa communication, et
Pauline Pourchère a fait le geste la roue tourne, vraiment en regardant la caméra comme ça, et sur Twitter, il y a des gens qui ont interprété ça en mode ah c'est contre ouais des gens dont Anna Honner qui ont interprété ça en mode c'était contre Victor Martins et je sais pas ça me paraissait vachement capillotracté quoi. Enfin alors oui Martins avait un peu tassé Théo au départ mais c'est tout enfin je veux dire c'est l'action du départ c'est l'adrénaline du départ je sais pas, ça paraissait assez loin. Moi, je le voyais plus comme une revanche sur toutes les critiques qu'il a pris pendant la saison précédente, que voilà, il était toujours là. En plus, il était malade, Théo Pourchère, ce jour-là. Je sais pas, je l'ai pas pris comme une attaque envers Victor Martin. Ça me paraissait un peu loin. En tout cas, Pauline Pourchère a démenti, en tout cas sur les réseaux sociaux, vu le début de polémique. Mais donc voilà, Victor Martin, 7ème. Heureusement qu'il fait 7ème, puisque son week-end était quand même très mal parti. Hein. Il a fait son tête à queue en essai libre, et après, c'est allé mieux. C'est allé mieux. Au premier run de qualif, il était genre 20ème et quelques, donc il a fait son deuxième run, ça s'est bien passé. 7ème, alors c'est sûr, c'est pas aussi brillant que sur d'autres week-ends. Mais écoutez, pour Victor Martins, maintenant, voilà, je l'ai dit à Monaco, je le redis à Barcelone, il faut un week-end plein. Il faut un week-end plein avec des bonnes qualifs, des bonnes courses, avec voilà, un week-end construit du début jusqu'à la fin. Malheureusement pour l'autre français, Isaac Hadjar, ça s'est pas passé comme ça. Enfin, on sait déjà que ça sera pas un week-end plein. Il fera peut-être des courses exceptionnelles. Hein. On se rappelle qu'en Freca à Barcelone, c'est là où Isaac Hadjar avait impressionné Sergio Pérez et par extension Helmut Marko. Mais là, 20ème, je comprends pas. Je comprends pas. 20ème et son coéquipier en plus qui est dans le top 10, qui est 9ème. Je sais pas ce qui s'est passé. On l'a pas vu spécialement gêné. Hein. Alors on l'a pas beaucoup vu hein, à l'écran de toute façon, mais il avait pas l'air d'être gêné. Il n'y a pas eu d'enquête. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi ça? Puisque le week-end commençait plutôt bien. Enfin, il était proche du top 10. Voilà. Pour Kouchmeini, hein, quand même l'un des grands animateurs de ce début de championnat. 4ème au championnat, on le rappelle. Seulement 14ème, malheureusement, il est un peu passé à côté. C'est quand même devant Ralph Boschung. Et Crawford commence à le dominer. Ouais, à dominer Isaac. Je sais pas, ouais. Ça me fait mal, hein. Ça me fait mal, mais en tout cas, depuis Monaco, si on enlève évidemment la casse mécanique d'Isaac Hadjar, c'est vrai que on voit plus Jack Crawford que Isaac Hadjar. Mais aucun des deux n'est impressionnant. Sur les week-ends, sur les 2 week-ends en tout cas. On le voit même pas sur l'écran, mais il y a Zen Maloney, 21ème. Là aussi, grosse. Pourquoi? Enfin, ça sort d'où? Normalement, il est censé être très très bon, hein, Zen Maloney. Il est 21ème. On n'a pas vu de problème particulier. Et en plus, son coéquipier Enzo Fittipaldi est 2ème et nous sort peut-être la meilleure qualif depuis qu'il est en F2, voire même depuis qu'il est en F3, F2. Maloney, il a eu un tour annulé. Oui, alors oui, je crois oui, il est sorti de la piste, mais même, enfin, je sais pas, enfin. Après, alors, on va peut-être passer aussi sur la qualif de F3, puisqu'il y a aussi eu des tours annulés, et malheureusement, ça a embêté Gabriel Emini, hein, qui a perdu énormément. Mais après, c'est vrai qu'on avait une qualification assez spéciale, hein, quand même, en Formule 2. Normalement, on a toujours tous les pilotes qui partent en début de séance, le milieu de séance, il se passe rien, fin de séance, tout le monde part sur sa deuxième et dernière tentative. Là, c'était beaucoup plus différent, il y avait beaucoup plus de stratégies différentes. Et au final, celle qui a marché le mieux, c'est celle de Prema et d'Oliberman. Après, comme on le voit, le leader du championnat, Frédéric Vesti, n'est que 8ème. Là encore, moi je suis pas totalement séduit par Frédéric Vesti. Hein. Il est régulier, il est bon, mais j'ai du mal à voir par exemple Mercedes faire le forcing pour le mettre en F1 un jour. Alors que Oliberman, c'est certes plus irrégulier, il est rookie, il est plus jeune, mais bah c'est. Enfin, c'est quand même. Il a des hauts très très hauts. Et alors, certes, il a des bas très bas, mais je pense que ça va s'effacer. Ça va s'effacer au fil de l'année. Ouais, donc c'est ça. Ouais, tour annulé pour Zen Maloney. Donc 21ème, mais ouais. Ça la fout mal. Hein. Surtout qu'a priori, je ne compte pas sur la suppression de la chicane pour favoriser le dépassement. Hein, pour favoriser le dépassement, à la fois en F1, à la fois en F2. En F3, je me dis, les voitures sont un peu plus agiles, sont un peu plus légères.
il y a peut-être moyen d'avoir un peu plus de dépassement, mais même par contre, la gestion pneumatique, ça sera un élément clé, encore plus que les saisons précédentes. Mais clairement, pour les dépassements, ça va être très compliqué. Et pour Isaac Hadjar, pour Zayn Maloney, je suis pas très optimiste pour ce week-end, malheureusement. Et bien non, Vettel Spin, pour une fois, tu arrives, alors t'as loupé les 10 premières minutes, mais tranquille. Non, le live ne se finit pas dans les 5 minutes. T'arrives à un bon moment pour une fois. Avec Cordil qui va tomber au dépassement, qui va tomber au classement, il y aura des dépassements demain. Ouais, normalement il y aura quelques dépassements, mais d'ailleurs je pense que Frédéric Vesti, en partant 3ème du coup, enfin 8ème donc 3ème de la course à gré inversé, c'est le gros favori pour la course de demain, mais Amaury Cordil quand même, il faut quand même dire ce qu'il a fait quand même, enfin, c'est quand même, il a quand même fait un bon tour, il a quand même fait une bonne qualif, c'est certes loin de son coéquipier Jack Doohan, mais Amaury Cordil, peut-être qu'il est peut-être aidé par un moteur un peu plus puissant comme en fin d'année dernière, mais Amaury Cordil est quand même en forme, donc je pense pas qu'il va se laisser dépasser si facilement aussi. Hein. Quand même, s'il y a un podium, s'il y a une victoire à l'arrivée, Amaury Cordil il va s'accrocher, enfin non, il va pas s'accrocher, enfin il va peut-être s'accrocher, mais il va s'accrocher à sa position, il va tout faire pour garder ça, hein. C'est pas tous les jours qu'il part devant, donc il va faire tout son possible pour rester devant le pilote belge. Est-ce qu'on peut dire que la saison d'Adjar est une catastrophe? J'irai pas jusque-là. Déjà, s'il n'y a pas cette casse mécanique à Monaco, on dit pas du tout la même chose de la saison d'Isaac. Si Roy Nissany ne le met pas dehors à Melbourne, alors que Isaac joue le podium, on dit pas du tout que c'est une catastrophe. C'est juste que c'est vrai que la saison ne se passe pas exactement comme prévu et il va, il va avoir besoin d'une deuxième année, ça c'est incontestable. Je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Non, mais et puis aussi, ouais, non, c'est vrai que la saison commence à avancer et c'est vrai que malheureusement ça tarde de marquer des gros points en fait, c'est le souci. Il y a certes beaucoup de malchance, mais c'est vrai que là par exemple, ce genre de qualif à Barcelone où il fait 20ème, à moins qu'il y ait un problème mécanique, qu'il y ait une explication et tout machin, mais hein, ça la fout un peu mal. Ça la fout un peu mal, c'est vrai. Après, Isaac Hadjar, il nous a déjà montré qu'il pouvait totalement se remettre de mauvaises performances comme ça. Je me rappelle par exemple sa saison en Freca, où juste après avoir été signé par Red Bull, il est nulle part. Il est nulle part pendant plusieurs manches, et en fin d'année, il gagne et il fait des podiums. C'est plus Isaac Hadjar, c'est Renaud Hadjar. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas progresser comme Berman ou Crawford. Alors Berman déjà je le mets dans une autre catégorie puisque Berman il est dans une préma donc pour moi c'est un peu plus simple de progresser. Et Jack Crawford, est-ce qu'il progresse vraiment par rapport au début d'année Alors les deux premières manches, non, la première manche c'était Kata, mais à Jeddah je crois que Jack Crawford il fait 9ème en qualif. Il fait 9ème en qualif donc enfin et en course sprint c'est toujours assez compliqué, enfin il perd quelques positions. Enfin en tout cas Jack Crawford il m'impressionne pas tellement. Mais c'est vrai qu'il est meilleur qu'en F3. Et il est meilleur qu'en Formule 3. Pas catastrophe à Jar, pas régulier, et quand il est bon, il est malchanceux finalement. Ouais, c'est un bon résumé de cette première moitié de saison. On n'est pas exactement à la moitié de saison, mais on y est presque hein, voilà, pour Isaac Hadjar. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on va bientôt passer aussi à la qualif de F4 française. Il y avait écrit Start Session Delayed en bas, Time to be announced, mais non, le drapeau vert est bien lancé, donc normalement ça devrait le faire. Donc voilà, la qualification de F4 France avec Evan Gilter, avec Enzo Peugeot, avec Kevin Foster de Field Racing, avec plein de pilotes très 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 talentueux. On va faire des petits sauts pour voir ce qu'il se passe là-bas de plus en plus rapprochés au fur et à mesure que la séance avance. Pour l'instant, on peut le voir que finalement le drapeau vert n'a pas été agité, c'est un gros prank du live timing. Donc on va passer aussi, pour revenir sur la qualif. Ah oui, je suis désolé Nitram, j'ai oublié de parler de Yannis Steven Haydens qui évolue en plus à domicile. Hein, Yannis Steven Haydens, donc numéro 17. Qui évolue à domicile à Spa-Francorchamps et qui m'avait dit que pour lui, voilà, Spa-Francorchamps c'était quand même le meeting le plus prestigieux de la saison.
bien plus que Pau, puisque voilà, en tant que pilote belge, voilà. Salut Elliot, bah j'espère que ça va. J'espère que ça va. Écoute, on va suivre la qualif de F4 France, de tes successeurs, et tout en continuant de parler de la qualif compliquée un peu des Français, hein, côté F2. Euh, alors Vettel Spin, Leonardo Menia, président, malheureusement Menia ça s'est pas super bien passé aux essais libres, donc je vais peut-être tempérer tes ardeurs. Des pronos peut-être. En vrai, c'est peut-être la solution de facilité, mais moi je dirais Evan Gilter tous les jours. Je dirais Evan Gilter tous les jours, même si Enzo Peugeot m'a vraiment beaucoup surpris à Pau. Et Evan a l'air d'apprendre vraiment très rapidement sur le circuit de Spa, déjà en forme lors des essais. Et voilà, je sens bien Gilter. Peut-être Yamakoshi. Ouais, voilà, Yamakoshi, front pro. Ouais, je suis assez d'accord. Je vois bien hein, Yamakoshi. On peut lancer un sondage. Ah, comment on fait ça? Oh, le streamer en carton. Comment on fait? Je sais pas du tout comment lancer un sondage, moi. Vous avez cru que j'étais streamer, moi? J'en ai aucune idée. Euh... Ah, Elliot Véron qui part sur Yamakoshi. Ouais, je sais pas. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Bah écoutez, la prochaine fois, un jour quand je serai grand, je saurai lancer. Et attends, si je fais ça, si je. Non. Non, bon écoutez, pour les sondages ça sera pour une prochaine fois, mais mettez vos pronos pour la qualif de F4 France, mais que Yamakoshi, il était très en forme lors des essais libres, en plus il est en pleine confiance, hein. Il sort d'un meeting de F4 espagnol où ça s'est vraiment bien passé, il a marqué des points pour l'une des pires équipes, globalement, Technicar. Voilà, pour revenir sur la qualif de Formule 2, bon écoutez, qualif de Formule 2, on a à peu près fait le tour. Écoutez, de quel pilote on n'a pas parlé vraiment. On a parlé de tout le monde, hein. Numéro qui nous dit ça va être un carnage le premier tour demain à l'approche des combes. Ah non mais la F4, la F4 à Spa-Francorchamps, alors j'étais sur place pour la F4 espagnole. C'est vrai que c'était pas un sacré bordel. En vrai, ça allait. Mais le problème, c'était surtout en F4 italienne. Ça s'est passé la semaine dernière. Et à la fois en F4 italienne, à la fois en Euroformula, c'était le chaos. Mais vraiment le chaos total. Heureusement, il n'y a pas eu de pilote blessé. Enfin, en tout cas, pas gravement. Il y a quand même quelques petites fractures, des petites choses comme ça. Mais tous les pilotes vont bien. Mais il y a eu globalement un, voire deux drapeaux rouges par course. Voilà, ça pose les bases. Je sais pas pourquoi, mais vraiment en F4 italienne, tout le monde était surexcité. En Euroformula, où on a aussi eu un très très gros crash avec, au départ, par contre, avec Gérard Xier, le tenant du titre de F4 chinoise. Et c'est vrai que là, vraiment, le week-end dernier, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et ouais, non, mais c'est vrai que la F4, ces derniers temps, ces dernières semaines, hein, surtout en F4 italienne, hein, en F4 italienne, j'ai l'impression qu'il y a des blessés à chaque meeting. Je sais pas vraiment pourquoi. Je ne saurais l'expliquer, parce que par exemple, la F4 espagnole, bah, ça se passe bien, il y a pas de gros crash. Et quand il y a des crashs, ils sont pas très importants. Et enfin voilà, ça se passe bien. Mais en F4 italienne, ils ont l'air vraiment surexcités. Euh, avec ouais, pas mal de blessés. Il y avait Aurelian Nobles, il y avait Tina Hausmann, il y avait malheureusement des pilotes féminines, malheureusement. On voit que les pilotes arrivent en F4 plus grâce à autre chose que leur talent. Ouais, c'est. Oui, bah. La F4, hein, je pense que Elliott est mieux placé que quiconque hein, pour le savoir, mais c'est vrai que voilà, c'est. Il y a beaucoup de pilotes qui ne méritent pas forcément d'être là. Après, voilà, c'est. Les formules de promotion, c'est une pyramide et c'est logique. En Formule 4, il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas grand chose à faire dans une monoplace, mais c'est normal, c'est le niveau d'entrée, donc c'est logique que voilà, il y a peu de pilotes vraiment qui puissent avoir un potentiel pour genre aller en F1, pour vraiment grimper les échelons. C'est assez normal. Pour la F4 française, si on met Pau de côté, ça s'est bien passé quand même le championnat pour le moment. On se rappelle à Pau le chaos qu'il y avait eu en course 2 avec la grille inversée. Ou d'ailleurs le deuxième, enfin, où Gilter, Foster, Andriolo, Yamakoshi, ou Jason Leung, Paul Alberto, Paul Lopez, ils avaient tous abandonné. C'était le chaos total.
Euh, et oui, c'est vrai que certains font vivre les teams privés. Alors du coup, on n'a pas trop ça avec la FFSA en F4 française, puisque tout le monde est à la même équipe, tout le monde a la voiture préparée de la même façon. Mais c'est vrai que dans les équipes en F4 espagnole, en F4 italienne, il y a des pilotes qui sont là vraiment que grâce à leur argent. Et voilà, ça aide les équipes à survivre et ça aide aussi les championnats à dire hey, on a plus de 30 voitures ce week-end, c'est vachement cool et tout. La F4 italienne a beaucoup joué sur ça pendant des années et au final bah, les pilotes en ont un peu marre. Les pilotes en ont un peu marre de ce championnat qui est surdominé par les prémas et donc commence à aller dans d'autres championnats un peu plus équitables comme la F4 française, comme la F4 espagnole dans une moindre mesure. F4 France, c'est quand même un très bon premier championnat de monoplace pour les jeunes pilotes. Ah bah oui, totalement, totalement. C'est peut-être pas la référence, puisque, encore une fois, il n'y a pas des équipes engagées, il n'y a pas des... alors, il y a des ingénieurs, mais pas un ingénieur dédié à chaque pilote. Il y a des ingénieurs, il y a genre un ingénieur pour 5 pilotes environ. Euh, donc, c'est pas exactement la même chose, mais c'est vrai que pour faire ses débuts en monoplace, pour essayer de voir qui est le plus fort, c'est quand même mieux de se battre à armes égales. En tout cas, enfin voilà, c'est le but de la F4 France. Très peu de problèmes en F4 CEZ, donc en Europe centrale, mais ça on n'en parle pas. C'est vrai qu'il n'y a pas aussi beaucoup de pilotes en F4 d'Europe centrale. La F4 France a perdu en niveau depuis les années 2017-2018 pour moi, mais ça reste un bon championnat d'intégration. Je pense aussi que ça c'est un peu lié au... Non, pas forcément que, mais je pense aussi que c'est un peu lié au Covid. C'est un peu lié au Covid qui a fait qui a fait du mal hein, quand même à la F4 France. Hein. Je me rappelle les années Covid, il y avait 10-12 pilotes à plein temps sur l'année. Là voilà, on a quand même une grille solide de 26 pilotes avec voilà quand même des pilotes qui ont gagné pas mal de titres nationaux et internationaux pour certains comme Evan Gilter. Voilà, donc on a quand même un sacré niveau. Je dis pas que c'est un niveau qui est encore là à concurrencer la F4 espagnole, la F4 italienne, mais c'est vrai que c'est quand même un très solide. Et, euh, et oui, non, c'est vrai que bah, rien que quand on parle de l'an passé, il y avait quand même Hugh Barter, quand même, Alessandro Giusti, Elliot Véron du coup, Suta Arao, qui en ce moment, qui pour l'instant d'ailleurs mène le week-end de F3 britannique, de GB3, qui se passe aussi à Spa-Francorchamps, c'est que les essais libres. Il y avait Lorenz Lessertua, évidemment, côté belge. Il y avait Enzo Peugeot, Jerónimo Berio qui montrait des belles choses. C'est un peu plus compliqué son adaptation à F4 espagnol chez MP, mais qui montrait des belles choses. On avait quand même pas mal de pilotes assez compétitifs. Alors le message pour dire que le début de la session était décalé, c'est enlevé. Je ne sais pas si ça veut dire que le drapeau vert va bientôt être agité. Euh, mais en tout cas, oui, voilà, la F4 France, bah, par exemple, voilà, on a Gilter, Evan Gilter, donc l'un des top pilotes au niveau international du karting. Euh, on, a, euh, on a Enzo Peugeot, déjà 5ème l'an passé, plusieurs victoires, et qui avait déjà montré de très belles choses en karting. On a Yu Yamakoshi, alors on l'a peut-être. Et voilà, drapeau vert agité. Drapeau vert agité, on a enfin le début de la séance. On a Yu Yamakoshi qu'on avait vu en championnat d'Europe, en championnat du monde de karting. C'était pas aussi brillant que Evan Gilter, on va pas se le cacher, mais quand même pas mal. Leonardo Menia, il avait montré des belles choses aussi. Après, voilà, il y a il y a des pilotes redoublants. Il y a. Il y a Edgar Pierre, malheureusement le début de saison est un peu plus compliqué que prévu hein, pour Edgar Pierre, qui était censé être l'un des favoris. Pour l'instant, ça se passe pas super bien. Ouais, Peugeot, alors il avait rien gagné en dehors des courses sprint, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'étais pas du tout hypé par Enzo Peugeot. Alors je sais qu'il suit la chaîne aussi, donc j'espère qu'il va pas m'en vouloir, mais j'étais pas hypé par la première saison d'Enzo Peugeot l'an passé, parce que voilà, il avait fait 5ème, il avait fait des belles courses à grille inversée, mais c'est vrai que lors des courses principales, bah il y a peut-être même pas eu de podium, je crois. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment pas très hypé par Enzo Peugeot. Et oui, je pense pas qu'il regarde le live actuellement, c'est vrai. Je pense qu'il a un peu d'autres choses à faire, t'as raison. Mais Enzo Peugeot, là, vraiment, au week-end de Pau, c'était vraiment brillant ce qu'il a fait. C'était un week-end où il a dominé, qu'il a vraiment dominé. Le seul capable de le concurrencer, c'était Evan Gilter qui découvrait le circuit, au contraire d'Enzo Peugeot, c'est vrai. Et puis, ouais, il y a Elliott qui a pas gagné une seule course, mais après, t'avais gagné 3 courses. Elliott avait gagné 3 courses l'an passé sur une campagne partielle en arrivant en cours de saison.
en arrivant comme ça, et puis en se disant, Masson, Barter, Capieto, ils font leur saison à plein temps, et ils connaissent la voiture depuis le début. Voilà, Elliott Véron, il arrive, bam, 3 victoires, c'était quand même pas mal. Malheureusement, ça s'est un peu moins, ça s'est moins bien passé sur la saison 2022. Euh, Homero brillant, ou alors ça montre aussi la faiblesse du plateau. En vrai, j'arrive pas à dire que le plateau est faible. Alors oui, il y a peut-être 15 pilotes qui n'ont un peu rien à faire là, mais en F4 Espagne aussi, en F4 Italie aussi. Alors que vraiment, il y a beaucoup de pilotes, je me dis, bah, il y a moyen qu'on les voit en formule régionale. Si c'est pas en 2024, ça sera en 2025. S'ils ont les financements, évidemment, puisque c'est le gros souci, hein, notamment pour Evan Gilter, qui est sûrement le pilote le plus talentueux, avec le plus de potentiel sur ce championnat. Mais on sait que voilà, côté budget, c'est pas ce qui, ça manque un peu malheureusement. Et non, en vrai, Yannis Steveninen, c'est une très très bonne surprise. Hein. Très très bonne surprise, je l'attendais vraiment pas à ce niveau. Et je pense qu'il y a vraiment totalement moyen, s'il continue sa progression, de partir sur la formule, sur l'Africa l'an prochain, ou peut-être sur une F4 plus relevée, mais il faudrait que ça soit vraiment dans un top team pour qu'il puisse espérer quelque chose. Euh, Toujours pas soutenu par Alpine Evan, non. Non, et puis après, bah, ça arrivera pas en cours d'année. S'il y a un soutien, ça se fera en début d'année prochaine ou en fin d'année. Mais voilà, après, pour les académies, voilà, c'est toujours compliqué. Après, je sais que voilà, il y a des académies qui regardent attentivement, hein, voilà, la F4 française, dont Red Bull, par exemple, qui avait regardé, qui avait même placé des pilotes l'an dernier. Euh, on sait que la F4 française, c'est un championnat regardé. Alpine avec les Françaises, comme Ferrari avec les Italiens, pas quand même, pas à ce point. Pas à ce point, puisque Alpine a quand même soutenu Adrien David, a quand même soutient encore Victor Martins, mais c'est vrai qu'il leur donne pas beaucoup de chance. Genre, enfin, ils les dégagent dès qu'ils peuvent, un peu malheureusement. Mais au moins, Alpine soutient un peu les pilotes français, alors que Ferrari soutient pas du tout les pilotes italiens et les laisse aller vers d'autres constructeurs ou les abandonne tout simplement. Et un premier drapeau jaune au virage 15. Virage 15. Alors, qui est-ce que ça peut être qui est parti au virage 15? Alors, virage 15, ah oui, donc c'est avant Blanchimont. Bon. Ouais, ça doit pas être un virage à grande vitesse en tout cas. Adrien David, on en parle comme à chaque live. Bah, hein, Adrien David d'ailleurs qui était à Spa-Francorchamps le week-end dernier pour coacher les pilotes RS, et ça s'est très bien passé pour ses protégés, hein. Raphaël Narac qui a fait 5ème de la course de F4 italienne. Écoutez, peut-être, voilà, on aimerait tous le voir dans une voiture, hein. Malheureusement pour l'instant c'est pas le cas. Est-ce que c'est Yamakoshi qui est la cause du drapeau jaune? Bon, en tout cas le drapeau vert a été agité, mais c'est peut-être Yamakoshi, hein, puisque c'est le seul pilote. Oui, c'est même totalement Yu Yamakoshi qui est parti dans les graviers, puisque c'est totalement c'est le seul qui est encore dans son tour de sortie des cendres, alors que tout le monde attaque son premier tour. Alors c'est encore un tour de... Il y a encore un drapeau jaune. Je suis en train de me demander si c'est pas plutôt un drapeau jaune de problème mécanique pour Yu Yamakoshi. Début de séance compliquée pour le pilote japonais qui avait fait des débuts, enfin qui a fait des débuts vraiment très très forts là en essai libre, où il était dans le top 3, voire dans le top 2. Il a même dominé une ou deux séances, si je dis pas de bêtises, hier. Mais vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de tour, il n'y a pas vraiment de secteur représentatif, hein, qui a été établi. Donc on voit voilà, le drapeau jaune qui s'est déplacé, donc j'ai vraiment peur que Yu Yamaguchi soit au ralenti ou arrêté. Adrien David, le jour où on le reverra en sport auto, il sera ingénieur de course. Bah non, non, c'est pas Adrien David qui est ingénieur, c'est Adrien David, il est à Sciences Po. Alors je sais pas c'est quoi exactement les débouchés de Sciences Po Paris, mais je pense pas que ça soit vraiment lié au sport auto. Elle serait plus Masseo Capieto qu'on pourrait voir en tant qu'ingénieur, peut-être chez Prema. Mais puisqu'il lui il est à l'Estaca comme l'avait été son paternel Guillaume Capieto qui a décroché la pole position avec Oli Berman cet après-midi. L'an prochain au F3 pour Adrien. Mais pour Adrien David, il n'y aura pas de F3 à moins que voilà il y ait des sponsors qui se débloquent
qu'il y ait une académie qui se dise finalement, ah bah faut investir, mais Adrien David... Ah, pour Maceo? Maceo, pareil, même problème, c'est le budget. Même problème. L'Estaca, c'est le club de foot de Troyes. Non, ça c'est l'Estac. Non, l'Estaca, du coup, très très bonne école, hein, école privée par contre, mais bon. Euh, donc, du coup, Maceo Capito en F3, ça va être compliqué, hein. Déjà, pour trouver les financements pour aller chez RPM en Freca, c'était quand même très compliqué. Donc, j'ai du mal à voir Maceo monter en F3 ou même rejoindre Préma, enfin, puisque voilà, les budgets demandés, malheureusement. Visiblement, être directeur technique de F2, ça paye pas, ça paye pas une saison de F3 pour le gamin. Donc voilà, ça va être compliqué de voir Maceo. Par contre, j'ai plus d'espoir, euh, en tout cas voilà, côté budget, pour par exemple des pilotes comme Esteban Masson, comme Sami Mektounif. Bah voilà, il y a des Français de Freca qui ont les moyens pour la F3. Moi je vois bien Esteban Masson, qui on rappelle a fait une double victoire en Eurocup 3 le week-end dernier. On avait suivi ça, hein, sur Twitch. Euh, donc Esteban Masson, je vois bien, je crois que Sami Mektounif, il a l'air d'avoir les moyens, puisqu'il voilà, il fait des championnats hivernaux. Et voilà, les performances sont globalement là. Avec lui, c'est toujours assez irrégulier, malheureusement, mais voilà. Peut-être, après, il y a les pilotes comme Owen Tangavelou. Je sais pas s'il a les budgets. Je sais pas vraiment s'il a le budget, mais parfois il fait des courses au Moyen-Orient pendant l'hiver. Victor Bernier, j'aimerais vraiment, parce que je pense vraiment qu'il a un vrai talent. Mais Victor Bernier, je pense que budget, ça va être très compliqué, malheureusement. Un peu comme Maceo. Euh, Marcus Amand et Alessandro Giusti, je sais pas, je connais pas vraiment leur financement. Marcus Amand, je me dis, il est soutenu par Sauber, il est soutenu par voilà, Renaud Derlot, etc. Et je me dis, il y a moyen. Ah, il y a Makoshi qui est rentré au stand, hein. Donc malheureusement pour le prono d'Eliott, ça sent pas super bon. Ça sent pas super bon. Je pense qu'ils vont essayer de réparer la voiture au plus vite, mais déjà ça va être compliqué. Alors qu'on voit déjà des premiers tours qui sont annulés, car voiture 46 et Gabriel Doyle parfait. Voilà, il y a des tours qui vont être annulés pour Track Limits. Quelle frustration d'avoir 7 Français en Freca et aucun qui va aller en F3. Je pense qu'il y en a qui iront en F3. Voilà, Masson, je le vois vraiment aller en F3. Mektounif aussi. Euh, Amand, Giusti, je pense aussi déjà faudrait, alors surtout pour Marcus Amand, plus les voir voilà, niveau performance. Mais budget, je pense que ça pourrait le faire pour Marcus Amand. Et puis après, voilà, en F4, on a quand même une sacrée génération qui arrive avec Enzo Dellini, avec Théophile Nael, qui sont bien soutenus. Alors peut-être pas autant que d'autres pilotes, mais qui sont quand même bien soutenus. Voilà, et on espère que Evan Gittard va avoir un peu plus de soutien financier. Pour l'instant, on est encore sur des tours de chauffe, hein, globalement, pour les pilotes de F4. Les Français, ils ont des pilotes partout, ils se plaignent. Vous avez vu les perfs de Dedeker. C'est vrai que les perfs de Dedeker en F4 britannique, c'est pas facile. Alors, je vais revenir, hein, sur la question de Thiago, mais avant ça, juste pour dire que j'ai l'impression que les pilotes sont vraiment assez serrés. Genre, ils sont tous partis en même temps et ils ne se laissent pas d'espace. Genre, ils ont un tracé de 7 km et ils arrivent tous en même temps sur la ligne. Pour l'instant, c'est que les tours de chauffe, c'est pas très grave. Voilà, pour les temps commenceront à être. Pour l'instant, on est en 2,25, mais les temps vraiment compétitifs, on commencera à les voir en 2,24, peut-être 2,23, même peut-être plus rapide, on ne sait pas. Donc oui, on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire ressortir un peu les pilotes qu'on risque de voir devant Evan Gilter, Enzo Peugeot. Oui, Kevin. Kevin. Oui, Kevin. Il est là. Ah, il est en haut. Voilà. Pour parler de F3 un peu, est-ce que honnêtement on sait qui est le meilleur entre Aaron et Beganovic? Ils ont exactement le même niveau, j'ai l'impression. Perso, je dirais Beganovic. Je dirais Beganovic déjà parce qu'il a une année d'expérience en moins en sport auto, et ils étaient coéquipiers tous les deux l'an dernier en Freca, et Aaron en était à sa troisième année, Beganovic à sa deuxième, Beganovic a gagné. Et là ils ont des débuts assez similaires, je pense que c'est des pilotes qui ont globalement le même potentiel, et très honnêtement je ne les vois pas arriver en F1, c'est quand même très tôt, il y en a peut-être qui vont se révéler en F2 ou sur la suite de la saison, mais je sais pas, des très bons pilotes, même des excellents pilotes, que dis-je,
Mais je sais pas. Je reste un peu sur la réserve les concernant. Beaucoup de tours de chauffe, hein, beaucoup de tours de chauffe, un temps de tour annulé pour Evan Gilter. Bon, de toute façon, c'était un tour de chauffe, je pense qu'il s'en fiche un peu. Euh, mais, euh, mais alors, Aaron a fait 50 000 tests de GP3, mais je pense que Beganovic aussi. Hein. Beganovic aussi, c'est peut-être Zach O'Sullivan qui a fait moins de tests que ces deux-là. Euh, donc, ouais. Je pense que ouais, les pilotes par lesquels je suis le plus hypé en F3, c'est Gabriel Emini. Pas de chance, il a fait 18ème. Donc mon propos tombe un peu à l'eau. Donc il avait fait 5ème, mais son tour a été annulé pour Track Limits. Et évidemment, oui, l'un des pilotes qui me hype le plus, c'est Taylor Barnard. Taylor Barnard, on l'avait suivi pendant l'hiver en Formule Régionale Moyen-Orient, il avait fait vice-champion avec PHM. Et ouais, ouais, la Pepe Marty avec Campo, c'est exceptionnel. Vraiment, Marty et Barnard, enfin, on peut voir la grille de F3 ici, hein. Marty et Barnard, ils ont fait une qualification sensationnelle. Hein. Marty avec une Campos qui fait la pole en plus à domicile, c'est génial. Et Taylor Barnard avec une Genzer qui est censée être l'une des pires équipes. L'une des pires équipes du championnat et qui fait ça, qui sort cette deuxième position, il atomise ses coéquipiers. Enfin, c'est super, c'est excellent. Taylor Barnard, ancien protégé de Nico Rosberg, on le rappelle, hein, du temps où Nico Rosberg avait son académie, il était l'un des protégés. Voilà, Taylor Barnard a réussi à rebondir heureusement après la perte du précieux soutien de Rosberg. Mais voilà, après peut-être que ça a du coup créé des petits liens avec Mercedes. Est-ce qu'il y a moyen qu'ils s'intercalent dans une académie comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Alors que là, je pense on commence à avoir les premières améliorations sérieuses. On a Gareth Berry qui a fait un meilleur premier secteur absolu, tout de suite battu par Evan Gilter, 41.9. C'est le seul pilote en dessous des 42 secondes dans le premier secteur, donc ça part déjà très bien pour Evan. Il a tellement le profil Red Bull, Barnard. Ah, je sais pas. Après, je le connais peut-être pas assez. Je l'ai jamais rencontré. Je sais pas s'il a le profil Red Bull. Il est déjà un peu vieux, dans le sens où il est plus vieux qu'Adjar, il est plus vieux que Crawford et il débute en F3. Je sais pas, mais c'est vrai que s'il peut faire des performances un peu comme Tsunoda, qui avait fait 9ème avec une Genzer, ça peut être génial. Donc là, enfin, vraiment, Taylor Barnard, on sent qu'il a débloqué un truc avec son équipe depuis Barcelone. Et donc c'est extrêmement positif. Vraiment, j'ai très très hâte de suivre la progression de ce pilote hein, pour Genzer qui a priori part sur sa dernière année de F3 avant un potentiel rachat. Voilà, donc ça serait peut-être un cadeau d'adieu magnifique hein, pour Genzer. Mention spéciale à Roberto Faria qui fait le plus de tours ce matin pour faire un dernier essai libre. Ouais, bah. Ouais, ouais, ouais. Heureusement qu'il n'est pas resté chez PHM. Bah, en vrai, quand tu vois les merveilles, les prouesses qu'il arrive à faire chez Genzer, je me dis, il aurait totalement été capable de faire ça avec, euh, avec PHM. Et meilleur deuxième secteur pour Andriolo. Alors, peut-être Andriolo qui va s'inviter dans la bataille. Pour l'instant, alors on a les premiers tours. Alors, pour l'instant, ok, personne n'est passé sur la ligne pour ce tour, mais pour l'instant c'est Evan Gilter, hein, le plus rapide après les deux premiers secteurs. Andriolo le plus rapide sur le deuxième secteur. On a les premières améliorations. Enzo Peugeot qui est deuxième. On attend de voir surtout Evan Gilter et Romain Andriolo. Romain Andriolo, la pole et Evan Gilter. Voilà, Evan Gilter qui met tout le monde d'accord, 3 dixièmes d'avance. Et Kevin Foster. Kevin Foster, excellent dernier secteur. Excellent secteur du Canadien. Très discret lors des essais libres. Kevin Foster, on n'en a vraiment pas parlé. Il était plus autour de la 5ème, 6ème place. Et là, bam, bam, ça part sur le deuxième tour à 5 centièmes seulement de Kevin Foster. On rappelle hein, la particularité de la F4 française, c'est il faut faire deux tours rapides vraiment pour espérer faire les deux pôles, puisque la pôle pour la course 1 c'est déterminé par l'ordre du meilleur tour des qualifications, logique vous me direz, et pour la course 3 c'est l'ordre selon le deuxième meilleur tour de chacun lors des qualifications. Donc là il faut repartir sur faire un nouveau très gros temps. D'ailleurs Evan Giter qui est reparti sur un nouveau gros temps, il n'améliore pas, mais c'est quand même plus rapide que tout le monde. Donc voilà, Evan Giter il a vraiment réussi à trouver quelque chose sur le premier secteur. C'est plus voilà sur le deuxième et troisième où il est un peu plus faillible en tout cas. Donc on avait voilà Andriolo qui était le plus rapide sur le troisième, non, Andriolo plus rapide sur le deuxième secteur et Foster sur le troisième.
Mais voilà, il y a du talent quand même dans cette promotion de F4 française, avec Gilter, Foster, Andriolo, Peugeot. On essaye d'avoir un peu des petites nouvelles de Yu Yamakoshi, qui est là. Yu Yamakoshi qui a réussi à repartir et qui est 8ème. Et bah, la qualification n'est pas finie. La qualification n'est pas finie pour Yu Yamakoshi, donc ça va être intéressant de voir ça. Il y a Karel Schulz qui est en amélioration, le pilote français, le grand frère de Walter Schulz, qui est l'un des meilleurs pilotes du championnat de France de karting en ce moment, à seulement 11 ans. Enzo Peugeot qui améliore le deuxième secteur, mais pour l'instant ça va pas vraiment inquiéter Evan Gilter. Evan Gilter qui améliore lui son deuxième secteur. Je pense qu'Evan Gilter il va faire un tour là qui devrait suffire. Mais j'en ai pas parlé, il y a aussi Tom Callender en 4ème position et qui en plus est en cours d'amélioration, le pilote allemand qui nous fait une qualif incroyable. Il nous fait une qualif incroyable, le pilote allemand là en ce moment. Karel Schulz qui améliore, ça passe au 11e rang. On rappelle, c'est le top 10 qui est inversé hein, pour la course 2. Donc pour l'instant, ce serait Franck Porter-Ruiz, très surprenant. Yannis Steven Haydens qui remonte au 10e rang. Parmi les favoris, Evan Gilter qui claque le meilleur 3ème secteur absolu, c'est évidemment la pole. C'est évidemment encore. Il améliore évidemment son temps. Tom Callender qui passe au 3e rang. Et Yu Yamakoshi, attention, Yu Yamakoshi, meilleur 2ème secteur absolu. Ouais, le japonais va pas falloir l'écarter hein, dans la course à la pole. La qualif de F4 France là, qui s'agite. On attend quand même le passage d'Yu Yamakoshi qui devrait remonter. Son premier secteur n'était pas excellent, donc il ne devrait pas inquiéter Evan. Mais il y a moyen que ça aille chercher peut-être le 2ème, 3ème temps. Le pilote japonais qui ferait donc sa meilleure qualification. Hein. Et Yu Yamakoshi qui remonte au 6ème rang. Alors seulement, malheureusement, il a un peu pêché aussi sur le dernier secteur. C'est vraiment sur le 2ème secteur, hein, vraiment qu'il a fait la différence, mais pour l'instant c'est seulement 6ème. Donc pour l'instant Evan Gilter, alors est-ce qu'on nous montre tous les tours? Alors malheureusement on ne nous montre pas le 2ème meilleur tour, donc il va falloir un peu deviner, un peu retenir les tours de chacun, mais pour l'instant c'est Evan Gilter encore et la double pole position. Et Enzo Peugeot, pour l'instant c'est 8ème. Hein. Enzo Peugeot là, qui perdrait gros là, dans la course au titre, dans le duel qu'il oppose face à Evan Gilter. On rappelle que Enzo Peugeot c'est le leader du championnat actuellement. Hein. Pour 4 petits points, le vainqueur du Grand Prix de Pau était repassé devant Evan. Yu Yamakoshi qui améliore le premier secteur, mais ouais, c'est encore loin. Hein. Vraiment, Evan Gilter il met une claque absolue à tout le monde hein, sur le premier secteur. Du côté des autres pilotes, je tente de voir par exemple où est Yannis Steven Haydens, 26ème. Alors, il a eu des tours annulés pour track limits, mais là le 6ème du championnat c'est compliqué là et il est chez lui, ça serait bien quand même de faire au moins un top 10 pour essayer d'avoir une bonne position de départ pour la course à grille inversée, pour peut-être aller chercher une victoire, ça serait beau, mais pour l'instant c'est que la 26, c'est la dernière position malheureusement pour le pilote belge pour le moment. Je tente de voir un peu le reste du classement. Il y a Louis Schlesser, hein, quart de finaliste Field Racing et petit-fils de Jean-Louis Schlesser, donc genre arrière-petit-neveu de Joe Schlesser, qui est pour l'instant dans le top 10, hein, qui fait un bon début de saison. Je l'attendais pas vraiment à ce niveau, mais qui progresse, c'est intéressant. Il y a Steven Haydens qui remonte au 11e rang, donc est-ce que son tour va tenir cette fois? Je ne sais pas. On espère, mais 11e rang, ça serait aussi la position la plus frustrante hein, pour lui. Alors les pilotes de devant sont repartis sur un tour un peu de relâche, sauf Yamakoshi. Hein, Yamakoshi qui continue d'améliorer le premier secteur, mais encore une fois, il manque vraiment de quelque chose. Il reste encore 4 minutes, donc il y a quand même le temps pour améliorer, mais je pense qu'au bout d'un moment, les pilotes, ils ont vraiment attaqué sur les pneus. Yu Yamakoshi qui remonte au 3e rang. Et bien écoutez, il a trouvé la clé sur le 3e secteur, et Romain Andriolo, très bon premier secteur, 42-0. 42-0, c'est à un dixième et demi de celui d'Evan Gilter, donc peut-être une amélioration à venir hein, pour le pilote toulousain. Après Evan Gilter, on voit il améliore pas le premier secteur, mais c'est quand même 42-113, c'est quand même l'un des plus rapides. Vraiment,
Enfin, ouais, je vois bien une grosse domination d'Evan Gilter sur le week-end. Il y a peut-être moyen normalement, il devrait reprendre la tête du championnat. Hein. Ah, t'avais prédit le bon top 3, Gilter, Foster, Yamakoshi. Et ouais, pour l'instant, c'est vraiment Peugeot qui manque de performance. Et ça va pas améliorer sur ce tour. Hein, il a relâché. Il a relâché. Vraiment, le pilote le plus surprenant, c'est quand même Tom Callender. Ça, je pense, c'est totalement imprévisible vu qu'il est genre 17ème, 18ème du championnat et qu'on l'a pas vraiment vu sur le reste de la saison. Alors que le prochain tour de Enzo Richard, voiture 66, ne sera pas compté. Bon, écoutez, c'est le 18ème de la qualif pour le moment, donc ça ne devrait pas changer grand-chose. Andriolo qui ne va pas améliorer. Alors, ouais, au deuxième secteur, personne n'améliore. Personne n'améliore. Alors, je sais pas vraiment pourquoi. Personne n'améliore sur le deuxième secteur. D'ailleurs, on est à 2 minutes 40, vu que les tours font 2 minutes 24, 2 minutes 25. Les pilotes n'ont pas tardé à aller aborder leur dernier tour. Donc déjà, ça veut dire déjà que Evan Gilter a une pole assurée. Donc on rappelle, voilà, il faut 2 tours pour faire les 2 pôles. Donc Evan Gilter a déjà une pole position assurée. Un drapeau d'avertissement pour la voiture 61. Voiture 61, c'est Louis Schlesser et ben Evan Gilter qui rentre au stand. Evan Gilter qui doit se dire que vaut mieux peut-être sauver les pneus et que de toute façon il pourra pas en extraire plus. Et drapeau rouge, oula, ça c'est moins drôle. Pourquoi drapeau rouge? Alors les drapeaux rouges ça arrive quand même assez régulièrement, ça veut pas forcément dire qu'il y a eu un gros crash. Mais en tout cas, Gilter, Foster sont entrés au stand. Les Migales sont-elles plus lentes que les Tatus? Alors si on regarde les chronos, je pense qu'elles sont un petit peu plus lentes, genre de quelques dixièmes, puisqu'on peut les comparer avec celles de Spa-Francorchamps, avec les F4 italiennes et les F4 espagnoles qui étaient à Spa-Francorchamps sur le mois précédent. Donc a priori, il y a quand même quelques petits dixièmes de différence. Mais en tout cas, c'est pas du tout comme la Migale ancienne génération qui, elle, se prenait plus 2-3, même plus 2-3 secondes au tour par rapport à l'ancienne Tatus. Donc un gros step en avant qui a été fait de la part de Miguel. La session qui ne redémarrera pas. Donc pour l'instant, on ne nous dit pas qui est le pilote impliqué dans ce drapeau rouge. On avait Louis Schlesser qui était en amélioration sur le premier secteur et s'était pris un drapeau d'avertissement sans plus d'explications. Alors il avait reçu des avertissements pour track limits. Je reviens du futur, Enzo Peugeot vient de remporter 24 heures du Mans 2026 avec une Peugeot qui a un aileron arrière. En vrai, l'histoire serait folle. Après 2026, le timing est chaud quand même. Hein. Ça serait une ascension assez météorique dans le monde de l'endurance. Mais en vrai, ce serait trop drôle. Alors, il n'y a pas de famille, il n'y a aucun lien de parenté. Hein. Aucun lien de parenté entre Enzo Peugeot et j'allais dire la vraie famille Peugeot, la famille des constructeurs automobiles. Est-ce qu'on peut essayer de voir avec ceci qui est le pilote impliqué dans le drapeau rouge? Alors on a les pilotes 14 et 22 qui ont été satellisés, genre là qu'est-ce qu'ils font là? Ah non c'est bon. Je pense que c'est peut-être Louis Schlesser. J'avoue que c'est pas évident de comprendre ce qui se passe. Ouais, c'est Louis Schlesser, la voiture 61. Ouais, il avait déjà reçu des avertissements pour track limits et son tour actuel allait être. Non, bah Louis Schlesser est rentré au stand visiblement. Bon écoutez, et bah non, c'est évidemment, alors je ne sais pas si Tim est présent dans le chat, mais c'est évidemment le Colombien Joao Diaz Ballesteros, malheureusement le Colombien qui a un début de saison très 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 compliqué et malheureusement qu'on retrouve assez souvent dans le mur. Ouais, c'est la voiture 77 malheureusement. Alors pour la Colombie, c'est pas fou hein, c'est pas fou comme saison. Non, 2 c'est Edouard Borgna, a priori Edouard Borgna ça va. Donc non, c'est Joao Diaz. Malheureusement à Pau, je vais pas dire que c'était un sketch, mais voilà, c'était un peu un sketch, hein, parce que vraiment à chaque session, il était presque tout le temps dans les murs. C'était vraiment pas facile. Il est beaucoup moins impressionnant que son prédécesseur colombien, Relonio Berrio, qui avait fait 6ème de la F4 avec une victoire. En attendant, voilà, la session ne repartira pas, donc c'est une double pole position pour Evan Gilter. Voilà, énorme, 4 dixièmes d'avance. Voilà, alors Evan Gilter a peut-être il a été un peu perturbé à Pau, mais là voilà, il est reparti sur ses bases habituelles. Voilà, double pole, 4 dixièmes d'avance, il met tout le monde d'accord. Kevin Foster, deuxième. Yu Yamakoshi, le pilote japonais, qui est troisième.
Tom Callender, 4e, le pilote allemand, très surprenant, le représentant de l'ADAC Formel Junior Team. 5e, Romain Ambriolo, 6e, Edgar Pierre, 7e, Cloménil, 8e, Enzo Peugeot, le leader du championnat qui va perdre très gros. Hein, au classement. Après, il reste encore les courses. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, on sera en live demain matin à 10h45 pour suivre ensemble la course 1 et on diffusera. Cette fois, il y aura vraiment les images et tout. Et voilà, ce sera l'occasion de suivre cette course ensemble avec Evan Gilter, donc en pole position. On pourra suivre ça avec les images, avec des commentaires. J'espère qu'ils seront meilleurs que ceux du commentateur original, puisque je suis malheureusement assez prompt à le critiquer à critiquer les commentaires de la FFSA sur les réseaux sociaux. J'espère être un peu plus à la hauteur. Donc ça sera demain à 10h45 la course 1. Le départ en lui-même est vraiment à 11h, mais écoutez, venez avant, hein, venez avant, on se fait plaisir. Ensuite, on a 9e Louis Stesser, 10e Garrett Berry, le pilote américain qui partira en pole position pour la course 2 avec l'inversé. 11e, malheureusement, Yannis Steven Hayden. Voilà, c'est un peu la pire position. C'est un peu la pire position, désolé, Nitram. 12e Max Trice, ensuite on a Duna. Porter Ruiz qui, c'est vrai, s'améliore vraiment bien. Schultz Alberto qui revient de sa blessure, de son très gros crash à Pau. 17e Leung, Richard, Doyle Parfait, Vesselao, Wiebelhaus, Paul Lopez seulement 22e. 23e Menia, malheureusement j'avais prévenu Vettel Spin, hein, ça allait être compliqué pour Menia. Borgna, Diaz Ballestero et Lucas Savou qui complétera cette grille de départ. J'ai réussi à choper les droits, tout simplement, il n'y a pas besoin. Comme pour la F4 Espagne, comme pour l'Eurocup 3 le week-end dernier, vu que c'est diffusé sur YouTube gratuitement, on peut diffuser aussi. Donc écoutez, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir demain à 10h45 pour suivre la course 1 de F4 française. Et voilà, écoutez, je pense qu'on va pas tarder à se quitter. C'était plutôt un live assez sympa. Alors, plus de succès voilà, pour Evan Gilter que pour nos Français en F2. Mais bon, voilà, donc je rappelle Evan Gilter en pole position. Demain, live à 10h45. Et écoutez, d'ici là, Thiago qui nous demande pour parler F1 Alpine Podium ce week-end, on y croit ou pas. Alors je sais pas s'il y a la séance d'essai, oui, il y a la séance d'essai libre 2 qui doit être en cours. J'ai pas vu la séance d'essai libre 2, donc je sais pas le résultat. Mais c'est vrai que la séance d'essai libre 1 partait très bien. J'ai pas envie de m'emballer, mais c'est vrai que vu que Ferrari, Mercedes, ils apportent des évolutions, que ça va être compliqué. En vrai, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais je vois bien top 5. Top 5, allez, on y croit. On y croit, ce serait vraiment cool de confirmer après Monaco, puisque là, Monaco, pardon, c'était génial. Et surtout, ça se battait avec Mercedes, avec Ferrari à la régulière, c'était génial. Bon, écoutez, purée, je m'étouffe pour cette fin de live. Écoutez, voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, F1, F2, F3, F4 française, on va se quitter, se dire à très bientôt voilà, sur Twitter et sur Twitch. À demain à 10h45 pour suivre ensemble la course 1 de F4 française avec Evan Gilter en pole position devant Kevin Foster et le leader du championnat Enzo Peugeot qui partira 8ème. Allez, salut!